Eh bien, bonjour à tous pour ce Furuno Academy deuxième version. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui pose énormément de questions à nous utilisateurs. Il s'agit du choix des sondes. Alors, pour m'accompagner dans cette question plutôt vaste, j'ai la chance d'avoir deux personnalités qui vont pouvoir vraiment nous renseigner. Il s'agit de Franck Gachina. Bonjour Franck. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et notre Captain Furuno national, Christophe Botrel. Salut Guillaume, salut Franck, heureux d'être avec vous et de partager ce moment. C'est moi qui vous remercie, et puis au nom de tous ceux qui nous suivent sur Furuno Academy, un grand merci parce que, comme je vous le disais, la problématique des sondes, c'est vraiment récurrent lorsque l'on veut installer son bateau et qu'on cherche, en fonction de son appareil, de son bateau, de ses techniques de pêche, quelle est la bonne sonde. Alors, moi je vous pose, et toi précisément Christophe, une question très claire. Déjà, combien existe-t-il de types de sondes aujourd'hui sur le marché et comment les choisir ? Alors, on a plusieurs types de sondes qui s'adaptent aux différentes coques parce qu'il faut savoir que chaque construction est différente. Donc, je vais vous faire un petit listing rapide. Vous avez les sondes de tableau arrière, donc qui sont fixées à droite du moteur sur l'arrière du bateau. Donc, alors petite, je dirais précision, pas en face d'une virure, pas en face d'un flux d'air qui ferait que les ondes ultrasoniques ne traversent pas l'air. Donc, vous avez la tableau arrière. Si ça ne convient pas, on a les sondes traversantes avec fairing. Donc, c'est le gros fairing bleu qu'on a. Alors, plutôt pour les bateaux avec ligne d'arbre, des bateaux à déplacement. Là, le fairing permet de faire un flux d'eau autour de la sonde pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air aussi. Excuse-moi, Christophe, fairing, c'est quoi ? Alors, le fairing, c'est une forme que vous voyez là en photo. C'est une forme bleue qui génère le flux d'eau lors du déplacement du bateau, pour qu'il n'y ait pas de l'eau à buter dans la sonde et à faire un chapelet de bulles d'air sous la sonde. Ensuite, si ça ne convient toujours pas, on a les sondes affleurantes. Alors, les sondes affleurantes qui sont traversantes et qui viennent affleurer la coque. Et là, on peut les mettre entre les virures. Et je pense aussi à tous les bateaux qu'on met à l'eau tous les matins, les semi-rigides, les coques open, où là, on n'a pas envie que la sonde vienne taper dans les rouleaux. Donc, la sonde affleurante est une solution. Et encore un autre cas, on a les sondes accolées, in-hull. Donc là, on trouve l'endroit sur la coque où la sonde peut émettre le mieux en déplacement. Alors, tout simplement, l'installateur met la sonde dans un pochon avec du propylène glycol et la pose dans différents endroits de la coque pour trouver le meilleur endroit. Parce que il faut savoir que il faut passer du temps pour mettre une sonde. Ça se met pas en une heure. Et là, on peut normalement avec des systèmes Furuno, les sondes fonctionnent jusqu'à plus de 30 nœuds. Hein. Ok. Oui, vas-y Franck. Si je peux juste faire une petite parenthèse sur ce que vient de dire Christophe, quand il parlait de fairing, souvent appelé donc sabot, dans les montages qu'on connaît un peu plus, il y a effectivement, comme il disait, une chose très importante, c'est le flux d'eau. Mais un sabot, ça sert aussi à plusieurs choses. Ça va servir aussi à rattraper l'angle de la coque. Ça, c'est hyper important. On va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Et il y a également un système dans ce fairing qui évite les vibrations. Et les vibrations du moteur, souvent, qui résonnent sur la coque et ce qui vont faire pas mal de parasites sur l'image sondeur par la suite. Donc ça, c'est une chose. Et puis en sonde tableau arrière aussi, donc Christophe le disait, la plupart du temps, sur un monomoteur, on va la mettre à droite, mais il y a des exceptions, comme quand on a deux moteurs, eh bien le meilleur endroit va être au centre, donc au milieu des deux moteurs. Ok, Christophe, on a fini sur le tour des sondes ou il en reste encore, peut-être ? Et autrement, après, on a pour les
plus gros bateaux et lorsque l'on utilise en pêche sportive plusieurs black box type DFFA UHD, DFF 3D, on a des sondes pocket qui combinent les deux sondes en une. Et donc là, on les encastre au niveau de la coque. Donc il faut trouer la coque, faire un coffrage comme les Inouls, et on peut mettre ces grosses sondes qui vont émettre directement avec les deux black box. Ok, super. Après, je suis sûr qu'il y a une question qui va intéresser tout le monde. J'ai déjà vu à peu près comment était fabriquée une sonde, mais j'ai envie de vous poser la question, comment fabrique-t-on, ou de quoi est constituée une sonde? Alors la sonde, dans l'intérieur de la sonde, il y a des piezo céramiques qui envoient les ondes ultrasoniques. Donc ces piezo, suivant le type de sonde, vous avez 1 piezo, 4 piezo, 8 piezo. Plus on monte en puissance et en qualité de sonde. Donc c'est important d'avoir des sondes de bonne qualité parce que vous avez des très très bons sondeurs chez Furuno et bon ben vous potentialisez le sondeur. Je ferai une image à parallèle. C'est un peu comme si vous aimez écouter de la musique classique. Vous avez une belle paire d'enceintes cabasses et derrière vous mettez un tout petit ampli Tokai. Bon ben les enceintes cabasses ça sert à rien. Donc il est important lorsqu'on a un bon sondeur Furuno de mettre une bonne sonde derrière parce que c'est l'œil ou l'oreille de votre bateau. Et, et si je peux préciser, donc c'est vrai que effectivement, plus on a de piezo, plus on va avoir donc une finesse dans les échos. Mais il y a quand même un petit élément à ne pas négliger, c'est que forcément, plus il y a de piezo et plus la sonde est chère. Et oui, ça a un impact sur le prix, bien sûr. Oui. Oui, c'est un budget des fois important et les clients se posent la question de se dire tiens j'ai le même prix que dans mon combiné dans la sonde, mais les résultats en seront 15-20 fois meilleurs. Ok, c'est clair. Alors, une sonde tableau arrière, par exemple 275, avec en comparaison avec une sabot en 275, c'est exactement la même. Alors, oui, il y a eu pendant des années quand même beaucoup de discours là-dessus en disant que les sondes tableau arrière étaient moins bonnes que les sondes traversantes, des sondes bronze, des sondes Oui. inox. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sondes sont faites, comme le disait Christophe tout à l'heure, elles sont faites pour l'adapter en fonction de la coque du bateau. Mais à l'intérieur, on va retrouver les mêmes éléments. Alors après, il y a effectivement mais là on va rentrer dans un système plus encore technologique, c'est-à-dire que le retour d'onde qui ne va pas rebondir sur la coque, et bien évidemment, on va avoir un peu plus de perte d'onde sur la tableau arrière, mais ça ne veut pas dire que votre sonde en tableau arrière est moins bonne que une traversante. Oui, tout à fait, Franck. Tu as raison de le dire. Et la chose qu'il faut savoir aussi, c'est que avec les sondeurs Furuno, un sondeur conventionnel du marché envoie 8 impulsions secondes. Avec les sondeurs Furuno, on envoie jusqu'à 50 impulsions secondes. Donc c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, si votre sonde est bien placée, lorsque vous naviguez en prospection à 20-25 nœuds, vous avez toujours une image sondeur et des détections de poissons. Donc c'est important de le rappeler aussi, la qualité des sondeurs Furuno. Je voudrais qu'on parle rapidement de l'installation des sondes. Est-ce que pour vous, il est important est-ce que l'installation a un impact réel sur le fonctionnement du sondeur? Moi, je vais commencer. Christophe continuera s'il veut après. C'est plus que essentiel, je dirais. Christophe, tout à l'heure, après un exemple que je prends souvent, parce quand on parle sondeur, on parle d'acoustique. Et là, pour imager le sondeur et la sonde, eh bien, si on prend un bon ampli, une bonne enceinte, qu'on a payé un certain prix, vous prenez l'enceinte et au lieu de la diffuser dans le sens de la pièce, vous la tournez contre le mur.
Donc là, j'exagère, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le son va aller contre le mur. Donc on va entendre quelque chose, mais que ça sera pas exceptionnel. La sonde, si elle est mal montée, ça fera exactement la même chose. C'est-à-dire déjà, Christophe parlait tout à l'heure de bien faire attention aux verrures, de faire attention aux sorties d'eau, qu'il n'y ait rien devant qui puisse provoquer des bulles, parce que les bulles vont donc brouiller l'image sondeur et on aura des résultats mais médiocres, très médiocres. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à avoir des images très nettes. Donc effectivement, le montage de la sonde est hyper important. J'entends souvent des clients me dire dès que j'ai une certaine vitesse, mon sondeur me marque plus la profondeur. Eh bien, je dirais que dans 80% des cas, il y a deux choses, mais dans 80% des cas, c'est souvent la sonde qui est mal montée, qui n'est pas bien perpendiculaire donc par rapport au fond. Donc une sonde montée de travers, eh bien ça aussi c'est un problème. Et puis après, il y a aussi après ça peut être un réglage sondeur, mais souvent le montage de la sonde c'est un résultat de l'image sondeur que voilà, qu'on s'attend, si vous voulez, on s'attend à un super résultat, mais si la sonde est mal montée, on n'aura jamais de bons résultats. Ouais, c'est, Vas-y, Christophe. Ouais, c'est vrai ce que dit Franck. Et souvent, les gens ont du mal à comprendre ça vis-à-vis d'un installateur. C'est qu'un installateur, par exemple, pour monter, je donne un exemple, là, pour monter une sonde tableau arrière, eh ben, il va mettre plus de 5 heures. C'est pas le fait de mettre 4 vis et de passer le câble, c'est de trouver le bon endroit, faire un essai bateau, voir, tiens, au-delà de 15 nœuds, ça décroche. Il ressort le bateau, il redéplace la sonde et lorsqu'on arrive au dernier réglage, on bouge la sonde seulement de 1 ou 2 millimètres pour arriver à un résultat parfait. Et logiquement, comme vous le voyez sur les différentes vidéos qu'on a mis, et moi là je vois, avant j'avais un semi-rigide ou avec beaucoup de virures, beaucoup d'angles. Oui, en sonde bifréquence fixe, on arrive à… Moi, je prenais les 38 nœuds et le sondeur fonctionnait parfaitement. Donc, ça demande du temps. Ça demande du temps et il faut faire confiance en son installateur. Ok. Donc, j'imagine qu'avec toute l'évolution de ces sondes, de leur côté, Furuno a évolué au rythme des évolutions des sondes. Est-ce que tu pourrais, Franck, nous expliquer un petit peu l'évolution qu'il y a eu des appareils Furuno en fonction des sondes disponibles sur le marché? Oui, oui, tout à fait, Guillaume. Donc déjà, Furuno a une expérience de 72 ans. Ça fait 72 ans qu'ils ont l'expérience du sondeur. Et il faut savoir que la plupart des pêcheurs professionnels utilisent des sondeurs Furuno. Donc ça, c'est déjà une grande qualité chez nous d'expérience. On a commencé tout au départ avec simplement du monofréquence, hein, et on parlera un peu plus tard des fréquences, Christophe nous en parlera. Donc, avec une monofréquence, ça veut dire quoi? Une seule fréquence. Et puis après, la technologie avance et on a utilisé le bifréquence. C'est-à-dire qu'il y a un sondeur qui était capable de passer d'une fréquence à une autre. Après, avec des évolutions aussi sur un sondeur où on pouvait voir les deux fréquences travailler en même temps. Pourquoi deux fréquences? Parce qu'on s'aperçoit, et on en parlera, qu'il est préférable d'utiliser certaines fréquences à certaines profondeurs. Et donc, quand on veut pêcher soit d'une manière donc dans des petits fonds ou après dans des grands fonds, on ne va pas s'amuser à changer la sonde. Donc là, il est préférable d'avoir un sondeur et une sonde donc bifréquence. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis et ce qui a été fait depuis des années. Et puis après, il y a eu l'évolution donc des sondeurs, ce qu'on appelle à synthétiseur libre chez Furuno. Donc, on en a plusieurs. On a le FCV 295, le FCV 1150, on a le DFF 3 et on a également le tout dernier en Chirp, le Diffamp, qui va se connecter donc sur les TZT3. Et donc, le principe du synthétiseur libre, c'est simplement de sélectionner une fréquence. Pourquoi on sélectionne une fréquence? On le verra aussi un peu plus tard. C'est qu'en fonction de la fréquence qu'on va sélectionner, eh bien, on va avoir des détails plus ou moins qui nous intéressent en fonction de notre mode de pêche.
Donc ça, c'était donc dans les premières évolutions. Et puis après, dernièrement, depuis quelques années, là, on est passé chez Furuno dans une nouvelle technologie qui s'appelle le mode Race Boost. Alors, le mode Race Boost, c'était simplement un traitement signal qui a été fait chez Furuno, qui permet de conserver sa sonde 50-200, par exemple, donc en bifréquence. Et avec ce traitement signal, eh bien, on va améliorer la qualité jusqu'à 8 fois par rapport à un sondeur classique. Donc, si je prends un exemple 585 qui n'avait pas le Race Boost et le 588 qui aujourd'hui a la Race Boost, cette évolution, eh bien, on va avoir une définition quand même jusqu'à 8 fois meilleure d'un poisson qui va être posé sur le fond, par exemple, où on va pouvoir bien voir que c'est bien un poisson et non pas le fond. Et ensuite, dans les technologies aussi qui ont énormément évolué chez Furuno, ça a été l'AcuFish. Donc l'AcuFish, c'est d'avoir la possibilité soit de savoir à quelle profondeur se trouve le poisson, ou d'avoir la taille du poisson. Et donc ça, c'est vraiment une grosse technologie qui a été donc approuvée par Furuno et qui a été sélectionnée en fonction de certains sondeurs et calibrée avec certaines sondes. Et puis, on a également une nouvelle évolution qui a été très intéressante pour les pêcheurs et dans la partie sport fishing notamment, c'est la discrimination du fond, ce qu'on appelle la sédimentologie. Donc, la discrimination du fond qui va tout simplement nous dire la nature du fond, qui va nous dire si c'est du sable, des graviers, de la roche, de la vase, soit sous schéma ou en probabilité. Donc ça, grosse évolution. Et dernièrement, on a sorti également le DFF 3D qui est donc un multifaisceau. Donc là, on est avec une seule sonde et on a une ouverture d'angle à 120 degrés. Donc c'est comme si on avait 3 sondes avec 3 grands faisceaux de 40 degrés. Donc ça, c'était aussi une des grosses évolutions. Et ce que tout le monde fait aujourd'hui, on le fait également, c'est aujourd'hui, dans la plupart des sondeurs, c'est le SHIRP. Donc là, le SHIRP, on ne travaille plus sur une seule fréquence, on travaille sur une bande de fréquences sur lequel c'est, on va dire, compressé, numérisé, analysé et sur lequel on va avoir nettement plus de détails. Ok, merci. Alors, le SHIRP, lui, c'est plus un balayage de fréquences, c'est ça? Exactement. Si je peux donner un exemple, par exemple, quand je parlais de monofréquence, si on prend la fréquence 50 kHz, en comparaison du SHIRP, on va travailler à peu près 40 à 60 kHz. Et c'est comme si on avait tout un tas de sondes, c'est-à-dire 40, 41, 42, 43, 45. Tout ça, c'est analysé, c'est compressé, et donc c'est ce balayage de fréquences qui fait que on est donc dans la technologie SHIRP, et donc on va avoir nettement plus de précision avec du SHIRP. Bon, alors, je vous entends parler depuis tout à l'heure, il y a des mots qui sont extrêmement récurrents, à savoir la puissance, la fréquence, les angles. Est-ce que, alors on va peut-être te donner la parole à toi, Christophe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, sur les fréquences? Quand on parle de fréquences, de quoi parle-t-on? Oui, Guillaume, lorsqu'on parle de fréquence, donc la basse fréquence, la moyenne fréquence et la haute fréquence. Plus vous voulez aller profond, plus il faut descendre dans les fréquences, c'est-à-dire être en basse fréquence. Alors, les basses fréquences chez Furuno, ça démarre de 28 jusqu'à 60 kHz. Donc là, on part du principe, vous voulez descendre profond, voir la vie dans le profond. Maintenant, avec les TZ Touch 3 et les GP 1971, on peut travailler en moyenne fréquence. Donc, ce seront des fronts intermédiaires. Et après, pour tout ce qui est fond, on va dire de 0 à 100 mètres, on va travailler en haute fréquence. Alors, les hautes fréquences, c'est de 130 jusqu'à 250 kHz. Donc là, vous avez une fréquence qui descend moins, qui est plus précise et qui vous donnera plus de discrimination entre les poissons. Donc, voilà les 3 grandes familles de fréquences.
comme disait Franck tout à l'heure, ce qu'il y a d'intéressant avec les systèmes Furuno, c'est qu'on travaille dans 2 fréquences en simultané. Donc, on peut souvent mettre une basse fréquence et une haute fréquence. Comme ça, on couvre précisément toutes les profondeurs. Ok. Et alors, concernant les angles, quelle est la différence entre un angle et la fréquence? Alors, l'angle, c'est vous qui le choisissez lorsque vous achetez votre sonde. Alors, je dirais un conseil de pêcheur, c'est suivant votre spot. Si vous me dites, par exemple, je suis en Manche comme moi, j'ai beaucoup de fonds qui sont assez plats, avec peu de gros cassants, des choses comme ça, je vous dirais, vous pouvez travailler avec des angles assez importants, des angles larges, ce qui vous permet de voir des gros volumes d'eau. Mais si vous travaillez comme vous en Méditerranée sur des forts cassants où ça passe, je donne un exemple, de 40 à 100 mètres avec un joli précipice, là, il vaut mieux travailler avec des angles étroits pour que votre faisceau soit précis lors de la descente et ce qu'on appelle, vous le verrez sur ce schéma, la zone d'ombre. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous travaillez avec des angles trop larges, la sonde ne peut pas voir toute la bathymétrie. Et donc, il est intéressant là, dans ces cas-là, d'avoir toujours, comme on le disait tout à l'heure, une sonde bifréquence qui va travailler sur un angle large et un angle étroit. Donc là, vous aurez une meilleure couverture de votre bathymétrie lorsque vous faites de la prospection ou que vous recherchez des poissons. Donc, on repart, les angles larges, moi je le dirais par exemple pour le trolling, la traîne, pour la recherche de pélagique, on va travailler de 40 à 120 degrés. Là, ça vous permet d'avoir des très grandes zones de couverture. Exemple, vous êtes sur 100 mètres de fond, vous voyez sur 250 mètres de large et sur 20 mètres de profondeur, de transversale. Donc là, vous voyez tout un gros volume d'eau. Donc, ça vous permet de prospecter très rapidement. Si vous êtes sur des très forts cassants et que vous pêchez très précisément sur des zones, il faut mieux réduire son angle. Et après, on parlait donc de fréquence. Là, après, vous conjuguez l'angle et la fréquence suivant la profondeur à laquelle vous travaillez. D'accord, donc les angles, les puissances, c'est très clair. Enfin, les fréquences, pardon, c'est très clair. Alors là, Franck, j'ai envie de te demander, quand on a réglé le problème des angles et des fréquences, à quoi servent les puissances? Oui, alors les puissances déjà, donc aujourd'hui il y a très peu, du moins chez Furno, avant on avait du 300 watts, maintenant on a très peu, on commence à 600 watts, après on va aller à 1 kW, 2 kg, 3 kg, 5 kg, jusqu'à 10 kW en professionnel. Donc la puissance, on pourrait se dire, plus je mets puissant et plus je vais descendre profond. Déjà d'une part, c'est très bien de choisir la sonde avec une forte puissance, mais il faut également que son sondeur soit adapté derrière. C'est-à-dire qu'il faut bien voir si le sondeur fait bien 1 kW ou 2 kW ou s'il faut un module supplémentaire pour choisir une sonde de 2 kW. Ça ne sert absolument à rien de mettre une sonde de 5 kW si votre sondeur sort simplement 1 kW. La puissance, c'est une chose, mais la fréquence de ce que vient de parler Christophe est très importante également. Si vous êtes dans des hautes fréquences et que vous mettez, imaginons, une sonde de 3 kW, dans les hautes fréquences, vous ne descendrez pas profond. Donc, la puissance va nous servir d'avoir de la qualité, d'avoir, bien évidemment, de pouvoir descendre un peu plus profond avec des sondes, donc basse fréquence, mais ça se choisit également en fonction du sondeur qu'on va avoir. Ouais, juste pour ajouter une petite chose, en règle générale, que ce soit en Atlantique, en Manche, on va travailler avec du 1 kg, du 1 kW, parce que on voit la vie de 0 à peu près à 300 mètres. Je parle de voir la vie, hein. Je parle pas de voir le fond, parce qu'avec une 1 kW, on prend plus de 1000 mètres. Il y a pas de souci. Mais en Méditerranée, vous avez des fonds qui sont beaucoup plus importants. Et vous avez un deuxième phénomène aussi qui aggrave la pénétration des ondes ultrasoniques dans l'eau, ce sont les thermoclines. Et donc, pour traverser ces thermoclines à 140, 180, des fois 240 mètres,
là, la 1 kW passera la thermocline, mais ne verra plus la vie derrière. Donc, c'est pour ça qu'on pallie avec de la puissance. Donc, souvent, dans les gens qui pêchent on va dire, dans les 200, 250, 300, voire plus, ben, ils mettent 2 kilos, 3 kilos pour bien traverser les thermoclines et voir les poissons en dessous. Parce que lorsque vous avez aussi une thermocline, c'est comme un mur. Alors, la thermocline, c'est soit une salinité différente, soit une température d'eau différente. Et les poissons, c'est comme un mur pour eux. Donc, s'ils sont sous la thermocline, ils ne monteront pas au-dessus. Donc là, le sondeur permet de voir, tiens, ils sont sous ces phénomènes-là. Bon, très bien. On a fait un beau tour là des caractéristiques des sondes. Alors maintenant, on va passer aux questions. J'ai plusieurs questions qui ont été posées sur la page Facebook En mer avec Furuno ou Furuno France.